par rapport à la force électrique. Si je prends par exemple l'atome d'hydrogène, nous avons un noyau et un électron. Je ne dirai jamais qu'il tourne autour du noyau. Je suis un physicien. Ça, c'est réservé à nos amis chimistes. Donc, j'ai un électron ou un nuage électronique autour du proton. Il y a bien sûr l'attraction électrostatique. Et aussi, il y a la gravitation. Eh bien, si je compare la force électrique par rapport à la force gravitationnelle, on trouvera quelque chose de 10 puissance 40. Ça veut dire que la force électrique est 10 puissance 40 fois plus importante, à peu près, hein, on peut la calculer sans problème, par rapport à la force gravitationnelle. Si l'univers n'était pas neutre, ou la partie de l'univers que nous connaissons n'était pas neutre, eh bien, à cause de la répulsion électrostatique, l'univers va s'évaporer. Ce n'est pas la pauvre gravitation qui va faire retenir les choses. Maintenant, cette gravitation, si faible soit-elle, qui est très très inférieure à la force électrique, eh bien, elle nous pose énormément de problèmes. Il nous empêche de dormir, et moi aussi. Pourquoi? Parce que c'est une force tellement faible, mais qu'on n'arrive pas à unifier avec les autres lois de la physique. L'univers, pour un physicien, est gouverné par 4 forces de la nature. Vous avez la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, la force électrostatique ou de Coulomb et la gravitation. La gravitation est la plus faible de toutes, mais elle agit des toutes petites distances jusqu'à l'infini, de la même manière que la force coulombienne ou la force de Coulomb. Et pour marier quelque chose qui s'occupe de l'infiniment grand, les galaxies, les étoiles, l'univers ou les univers, avec l'électricité qui gère surtout les choses très proches et très petites. Donc, on n'arrive pas à marier l'électricité, la mécanique quantique, la relativité et la gravitation, on n'arrive pas à les mettre ensemble. Il y a beaucoup de travaux qui sont très compliqués. Et tant qu'il y a du travail, les physiciens ne vont pas chômer. C'est ce que j'espère. Passons maintenant en revue les choses qui sont passées en électricité. En électricité, on a établi la loi de Coulomb expérimentalement, et puis il y a eu des vérifications théoriques. Mais je dois vous dire la chose suivante. L'électricité et le magnétisme, qu'on va appeler électromagnétisme plus tard, et je dirai pourquoi. L'électromagnétisme, c'est la 4e force de la nature. Et c'est celle qu'on voit le plus autour de nous. Toute chose que vous regardez, que vous voyez, que vous observez, c'est à travers la lumière, visible ou invisible. Et cette lumière, c'est vraiment la crème de la théorie de l'électromagnétisme. L'objectif final de ce cours sera d'établir ces fameuses 4 équations de Maxwell. Les pauvres qui ont beaucoup travaillé pendant au moins 2 siècles, et de temps en temps les attaquent, mais ils sont robustes, ils ont fait preuve à beaucoup d'examens. Je donnerai un exemple pour comprendre. Quand je prends le champ électrique et le champ magnétique, a priori, il n'y a aucune connexion entre les deux. Mais quand on va approfondir un peu la matière, on va voir qu'à côté des champs électriques et des champs magnétiques, il y a une interaction fondamentale qui va s'opérer entre les deux. Il y aura un mariage forcé, je dirais, des champs électriques et des champs magnétiques. Remarquez que maintenant, je dis champ magnétique, à un certain moment, on va parler d'induction magnétique, et ça viendra pour plus tard. Du coup, à partir de tout ce qu'on a trouvé, ce qu'on aura trouvé sur le champ électrique,
Je parle du théorème de Gauss, par exemple, qui est une loi fondamentale de la nature. Et je parlerai du magnétisme pour voir c'est quoi le magnétisme, à quoi il ressemble, comment il agit. Eh bien, on va voir comment ils vont se marier pour engendrer les équations de Maxwell. J'ai toujours dit à mes étudiants, si vous voyagez dans une autre galaxie, n'oubliez pas de prendre dans vos bagages les équations de Maxwell. À quoi ils servent ces équations de Maxwell? À étudier en détail, avec rigueur, tout comportement d'un champ électrique ou d'un champ magnétique ou d'un champ électromagnétique, la lumière, tout court, à travers ou dans une matière donnée. Ces équations de Maxwell, quand on va les établir, vont arriver à quelque chose de très intéressant. Ils vont nous pousser dans le droit chemin pour calculer la vitesse de la lumière dans le vide. La vitesse de la lumière a posé beaucoup de problèmes en physique et elle continue à le faire. La vitesse de la lumière a été considérée jusqu'en 1900 comme une vitesse infinie, c'est-à-dire que la lumière voyage avec une vitesse infinie. Et là, ça pose problème parce que si elle était infinie, ça veut dire que je peux faire plusieurs choses instantanément, en même temps. On verra que l'expérience va démentir tout ça. La vitesse de la lumière est très grande, mais elle n'est pas infinie. Quand il est infini, on parle de mécanique classique non relativiste. Quand il est fini, on parlera de la relativité restreinte pour commencer. Déjà, des vieilles civilisations, comme la civilisation égyptienne au temps des pharaons, avaient fait une estimation de la vitesse de la lumière. C'était des grands astronomes et des bons calculateurs, malgré le fait qu'ils n'ont pas tellement laissé de traces à propos de ce que je viens de dire. D'après mes connaissances, la valeur de la vitesse de la lumière qu'ils avaient trouvée avec des moyens rudimentaires de base, ils avaient estimé la valeur de la vitesse de la lumière à la moitié de sa valeur actuelle. Pendant que les autres oxydations, les civilisations occidentales pensaient qu'elle était infinie. Pour le plus commun de mortels, fini ou pas fini, ça ne change rien. Et ce n'est pas tout à fait la réalité. Mais je dois tout de suite vous rassurer que les seules choses qui peuvent se déplacer avec la vitesse de la lumière, c'est-à-dire les 300 000 km par seconde, à quelques chiffres près, eh bien, ce sont les corps qui ont une masse au repos qui est égale à zéro. Les gens, dans le temps, croyaient que la lumière avait besoin d'un support matériel pour se propager. À l'image du son, le son, dont on parle, il a besoin d'un support matériel, l'air par exemple, pour se propager. Le son se propage dans les liquides, dans les solides. Les dauphins communiquent entre eux par ultrasons. C'est des ondes sonores. Mais si je crée une cloche sous vide dans laquelle je mets votre GSM qui sonne, eh bien, le vide va empêcher les ondes sonores de se propager. On voit le téléphone qui sonne, mais on ne l'entend pas. Si on était sur la Lune, on va se dire bonjour, d'accord? On voit que les lèvres bougent, mais le son ne parvient pas à se propager parce que c'est quasiment le vide. Je dis le vide pour dire une très très faible pression de 10 puissance moins 13, moins 14 mm de mercure. Je ne parle pas du vide quantique, ça c'est un autre domaine qui est très intéressant, très passionnant aussi. Donc, la lumière, quand il va se propager dans la matière, va avoir une vitesse légèrement plus faible que sa vitesse dans le vide. Par exemple,
la lumière se propage dans l'air avec une vitesse quasiment égale à la vitesse de la lumière dans le vide. Ce qui est intéressant de comprendre dans le cadre de ce cours d'électromagnétisme, quand je regarde à travers la fenêtre et je vois un arbre, c'est que la lumière réfléchie par l'arbre est passée à travers la vitre et venue exciter mes rétines, mon détecteur optique. La question qui se pose, cette lumière, comment elle fait pour traverser une vitre? C'est vrai que la vitre, si on la regarde avec un microscope géant, on va voir un cristal, des cristaux, des atomes, le vide, d'autres atomes, etc. Ça, c'est un cristal. À vrai dire, si je prenais toute la Terre et j'enlevais le vide qu'il y a entre les atomes et les molécules, je pourrais mettre toute la Terre sur la tête d'une aiguille. Ça veut dire que c'est le vide qui est le plus répandu dans l'univers. Le vide dans tout le sens du terme. Du coup, si la lumière pour traverser la vitre devait passer entre les atomes, comme une chicane, eh bien, je m'étais amusé à calculer la probabilité pour qu'il sorte de l'autre côté, sur 3 mm. Eh bien, la probabilité, c'est 10 puissance moins 31. 0,310. La probabilité de sortir est quasiment nulle. Et si je double l'épaisseur, ben je ne vous dis pas, c'est incalculable. Donc la lumière fait tout, sauf passer entre les atomes. Et nous apprendrons ensemble comment la lumière ou les photons vont venir à la surface de la vitre, quel chemin ils vont prendre, s'il y a un chemin. Parce qu'il y a le principe de Blue Light que certains appellent le principe de Fermat. Ils me disent que la lumière, quand elle passe d'un milieu homogène vers un autre, elle va choisir, entre guillemets, le chemin qui lui demande un minimum de temps pour traverser. Ce principe de Ibn al-Haytham, un grand physicien, le père de la physique moderne, c'est lui qui a introduit l'expérience dans la physique. C'est lui qui a laissé le meilleur bouquin en optique, géométrie. Eh bien, ce principe nous dit que la nature choisit toujours un chemin, soit qui lui demande un minimum d'effort ou un minimum de temps. Si vous avez une plage, vous avez une étudiante de section B, S3, qui ne sait pas nager, et vous avez un maître nageur, un étudiant. Il veut la sauver. Elle est là, et lui, il est ici. Bon, en mathématiques, on dit le chemin le plus court entre deux points, c'est la droite. Si cet étudiant, ce maître nageur, n'a pas étudié d'électromagnétisme ou d'optique, il va aller en ligne droite. Il va laisser le temps à l'étudiant, votre camarade, de se noyer. Et s'il utilise le principe de Ibn al-Haytham, vous savez très bien ce qu'il va faire. Il va aller en ligne droite sur le sable et après il va changer. Le chemin est plus long, physiquement. Et il va lui demander un minimum de temps pour arriver à temps et sauver l'étudiant. Et ça, c'est le principe d'Ibn al-Haytham que les Français appellent le principe de Fermat. Or, c'était fait au 7e siècle et l'autre, il est venu au 10e siècle, pardon, et l'autre au 17e siècle. 7 siècles de séparation. Et on a d'autres. C'est pour cela que je demande aux étudiants, notamment ceux qui font la physique, de piocher un peu dans les trésors que nous avons des manuscrits à Karaouyen, au sud de Zagora. Il y a des bibliothèques millénaires, il y a plein de manuscrits. Que des gens commencent à faire un peu l'histoire des sciences. Donc la lumière, quand elle traverse un milieu transparent, eh bien, il ne passe pas entre les atomes. On verra comment il fait. Il y a une chose qu'il faut retenir le long de toute votre carrière.
c'est que la lumière, quand il traverse un milieu et passe dans un autre, sa fréquence ne change pas. Son énergie, c'est intrinsèque. L'énergie, c'est le tout. Donc, son énergie ne change pas. Sa vitesse change. Vous ne courez pas sur le goudron comme sur le sable. Les garçons qui jouent à la plage, on le faisait quand on était petit, des matchs de foot à la plage. Eh bien, quand on court pendant un quart d'heure sur le sable, après, il faut manger beaucoup de yaourt ou boire beaucoup de jus pour récupérer parce que c'est très fatigant. La lumière, entre guillemets, fatigue quand il passe d'un milieu d'indice faible vers un milieu d'indice de réfraction fort. Et ça, on verra comment il fait. Donc, que fait la lumière quand elle traverse un milieu? Sa fréquence, son énergie reste la même. Sa longueur d'onde change. Et sa vitesse change. De combien? Ça dépend des caractéristiques physiques et chimiques de la matière qui traverse. Reste un point sur lequel je voulais vous parler, c'est la lumière, c'est quoi? À la fin de votre cours d'électromagnétisme, vous allez comprendre tous, sans exception, que la lumière est une onde. Mais il y a quelque chose qui m'attriste dans cette histoire. Je me sens un peu triste vis-à-vis de ça. C'est que dans notre faculté, il y a beaucoup de cours qui ne sont pas enseignés. Je parle de la physique des ondes, qui n'est pas enseignée. Or, la télécommunication, le Wi-Fi, tout ça, c'est des ondes. Comment est-ce qu'un étudiant sort de l'université sans connaître la physique des ondes? L'optique fait partie, c'est une petite partie de la physique des ondes. Il n'y a pas de cours de mécanique quantique Cousteau. Il n'y a pas de cours de physique atomique. Il n'y a pas de cours de physique nucléaire. Il n'y a pas de cours de physique de l'état solide. Et tout ça, je le dis avec amertume parce que je voudrais que les étudiants ne se consacrent pas seulement à leurs cours TD, TP, s'il y en a, mais ils doivent regarder à côté. J'ai eu l'habitude chaque année avec mes étudiants de partager des documents. Ce n'est pas pour augmenter la quantité de matière. Moi, je dis une tête est bien faite, c'est mieux qu'une tête bien remplie. Je le donne pour la culture générale scientifique des étudiants. Chaque fois, je partagerai quelques vidéos que j'ai faites moi-même ou d'autres collègues ou qu'on peut trouver sur Internet pour comprendre un peu l'évolution de la science, pour piocher dans différents domaines. C'est fini où le professeur tournesol avec des cheveux comme ça se cache dans sa cuisine pour élaborer des théories. Maintenant, il faut être polyvalent pour pouvoir travailler en équipe. Comme au CERN, il y a des milliers de physiciens qui travaillent ensemble, qui parlent des langages différents, mais qui s'unifient dans l'anglais. Mais je vous pousse à lire tout ce qui est scientifique. Si vous pouvez ensemble avoir une revue par mois qu'on peut photocopier, c'est pour être au courant de ce qui se passe, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, comme j'ai promis, je partagerai beaucoup de documents, mais pas seulement vous laisser à tout seul avec ces documents, on créera en dehors des cours de temps en temps pour parler de ces phénomènes physiques. Maintenant, on a dit la lumière, c'est une onde. On va jongler un tout petit peu avec les ondes, mais il y a eu des problèmes en physique qui vont changer un peu la donne. C'est que il y a eu un phénomène physique qui a été découvert par hasard, c'est l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est quand on a une plaque métallique, par exemple, et j'ai une lumière qui vient sur la plaque et qui arrache des électrons. L'effet photoélectrique, photo c'est lumière, électrique c'est les électrons. Ce phénomène a été découvert par hasard. Et il a posé des problèmes, énormément de problèmes en physique. Et le problème, c'est que
quand vous avez la lumière qui arrive et qui arrache un électron, les physiciens ont dit, OK, on va mesurer l'énergie ou la vitesse, ça revient au même, de ces photoélectrons, de ces électrons arrachés. Mais comme l'énergie de ces photoélectrons, on les appelle les électrons tout court, ne peut provenir que de l'énergie qui est transportée par la lumière. Rien ne se perd, d'accord? Rien ne se crée, tout se transforme en énergie. Donc, je ne peux pas imaginer que le photoélectron va puiser l'énergie de je ne sais où, c'est pas de la sorcellerie, et pour partir avec. C'est qu'il l'a prise de la lumière. Or, les ondes, la physique des ondes, qu'on n'enseignait pas dans la faculté, nous dit que l'énergie d'une lumière est proportionnelle à l'intensité de la lumière. Si je mets une lampe ou une bougie, elle a une intensité. Si je mets exactement une autre même bougie à la même distance, j'aurai le double de l'intensité. Il n'y aura pas d'interférence. L'intensité de la lumière porte un nom arabe, le candela, candil. Donc, d'après ce qu'on sait en physique ondulatoire, si j'ai l'effet photoélectrique avec une lampe, si j'ajoute une deuxième lampe, l'énergie de mon photoélectron va doubler. Mais ce n'est pas ce qu'on voit expérimentalement. La physique, c'est quoi? C'est une dualité, c'est une concurrence entre la théorie et l'expérience. Pas d'expérience, pas de modèle valable. Clair? Donc, l'expérience dit que non, ça n'a rien à voir. Et il y a même plus grave que ça. Si je prends une autre lampe d'une certaine couleur, il se peut que l'effet photoélectrique n'existe plus. Il n'est plus déclenché. Et là, c'est un problème. Il y a eu Einstein. Je dis Einstein en pensant à d'autres physiciens aussi. Moi, je ne fais pas la publicité d'Einstein. Je le respecte comme physicien. Il a fait beaucoup de choses. Mais l'histoire nous raconte aussi beaucoup de choses sur sa manière d'arriver à ces résultats. Donc, la théorie n'explique pas l'expérience. Alors, il a osé imaginer que la lumière était composée de petites balles qu'on appellera photons plus tard et qui font des collisions avec les électrons du métal. Dans la collision, il faut arracher l'électron, donc donner un peu d'énergie qu'on appelle travail d'extraction, et l'autre partie va servir pour éjecter l'électron. Si vous prenez une boule en métal, vous la jetez vers un mur. Vous arrachez la peinture et la peinture va partir avec certaines vitesses. C'est un exemple assez proche, mais pas exactement la même chose. Donc, j'arrache, je donne un peu d'énergie pour arracher, et l'autre pour donner de l'énergie cinétique. Eh bien, quand il a fait les calculs, il a retrouvé les résultats qui sont donnés par l'expérience. Et pour faire ça, il a utilisé une chose fondamentale en physique, les résultats de son ex-patron, qui est Planck, qui va nous produire une théorie extraordinaire qu'on appellera la mécanique quantique. La mécanique quantique, elle est née à partir d'un autre problème physique très simple, c'est le rayonnement du corps noir. Et je pense que j'ai partagé avec vous une vidéo que j'ai faite sur le rayonnement du corps noir pour comprendre. C'est fondamental pour les physiciens. Vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Et ce n'est pas une question d'examen, comme certains peuvent se le demander. Moi, je ne veux pas vous former pour les contrôles continus.
Je suis comme ça. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez en physique, sauf avec qui je vis et combien je gagne. Le reste, je suis à vous. Je ne cacherai rien du tout. Je partage tout ce que j'ai. Même les livres, je peux les donner à votre délégué. Il peut faire des photocopies et me ramener. Comme ça peut servir à d'autres et d'autres avant de la faire. Donc finalement, la lumière qui était une onde parfaite, on la gère avec les équations de Maxwell et Samar, pour les interférences, pour la diffraction, sans problème. Mais elle a un aspect corpusculaire, comme des particules, mais c'est des particules qui ont une masse égale à 0. Est-ce que je peux donner un TD de mécanique de points en disant soit une masse nulle, calculer l'accélération, mais ce n'est pas défini. Donc il a fallu inventer une nouvelle théorie qu'on va appeler la relativité restreinte. J'ai partagé, ou je le ferai, un livre que je n'ai pas encore sorti, que j'ai appelé Physique atomique, où je parle d'un certain nombre de phénomènes physiques fondamentaux et que les étudiants sont censés lire, comprendre et même poser des questions. Et ce n'est pas dans le cadre du cours d'électromagnétisme, mais c'est quelque chose de strictement nécessaire pour que vous puissiez avancer dans votre carrière. Donc, on a l'aspect corpusculaire et ondulatoire qu'on appelle la dualité entre corpuscules. Mais vous savez que les physiciens n'avaient pas accepté cette idée que la lumière soit des fois onde, des fois un corpuscule, une petite masse. D'ailleurs, on se moquait un peu d'Einstein, physicien un peu proche. Et lui disait, alors, monsieur Einstein, lundi, mardi, mercredi, la lumière se comporte comme une onde, et les autres jours de la semaine se comportent comme un corpuscule, c'est comme ridicule. De la même manière, le 20 décembre 1900, quand Planck va introduire la quantification de l'énergie, la moitié de la salle avait quitté. Ils n'étaient pas d'accord. Et lui, il avait dit que c'était basé sur une théorie un peu révolutionnaire et pas habituelle. Parce que dans la tête des gens, la continuité, c'est quelque chose de très évident, d'intrinsèque. Quelque chose qui n'est pas continu, ça pose des problèmes de point de vue humain tous les jours. Quand on a dit qu'il y a les atomes et le vide entre eux, au temps des Grecs, les philosophes disent, ouais, mais Dieu est partout, donc il n'y a pas le vide entre les atomes. Et là, on mélange religion et physique. La physique est une science humaine, faite par les hommes, on se trompe, comme des fois on a raison, et on apprend tous les jours de la nature. On connaît entre 6 et 10% de l'univers, donc on n'est nulle part. Il ne faut pas croire que la religion, c'est quelque chose de sacré. Il ne faut pas la lier avec un lien rigide, un rotateur rigide, comme on dit en mécanique quantique, avec la science. La religion, c'est quelque chose de divin, universel. La science, on a une théorie, dans 20 ans, elle va être améliorée, donc ce n'est pas tout à fait stable, parce qu'on découvre au fur et à mesure. Donc on a la dualité entre corpuscules. Quelques années plus tard, exactement en 1924, il y a un historien, c'est un littéraire, M. De Broglie, qui va dire, oui, mais il avait fait une licence en histoire très jeune, et on lui a dit, ouais, mais t'es pas scientifique, t'es nul. Par coup de tête, il s'est inscrit, il a fait un doctorat très jeune, et dans son doctorat, la seule chose importante que je trouve, c'est de dire, si Einstein a dit que la lumière qui est une onde peut devenir un corps, pourquoi ne pas faire le chemin inverse? C'est-à-dire un électron, on peut lui associer une onde. Vous, étudiants, on peut vous associer une onde. C'est une conférence que j'ai faite, je pourrais la partager avec vous, pour vous dire que ce comportement ondulatoire, on l'observe. Comment on l'observe? De Broglie, quand il était dans sa thèse, quand il défendait sa thèse, son promoteur, son encadrant lui dit
Est-ce que vous avez une idée sur une expérience qui pourrait mettre en évidence ces ondes hypothétiques? C'est-à-dire, il n'est pas convaincu qu'il y a ces ondes. Et l'autre, petit malin, il lui a dit, oui, la diffraction des électrons sur un cristal. Quelques années plus tard, pas beaucoup d'ailleurs, on a fait des expériences. Monsieur Germer et son équipe avaient fait la diffraction des neutrons et puis des électrons sur un cristal. On voit les interférences avec les particules qui ont une masse. Il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, on a fait des expériences qui sont passionnantes en physique sur les interférences entre les atomes. Il faut se réveiller très tôt, il faut être courageux et avoir un peu d'argent pour diriger un labo comme ça et de faire ce genre d'expérience. Donc, la dualité onde-corpuscule existe pour la lumière. Elle est onde et corpuscule. Pour expliquer l'effet photoélectrique ou l'effet Compton, j'en parle dans le petit livre que j'ai partagé ou que je partagerai avec vous, eh bien, ce comportement ondulatoire intervient dans l'effet Compton qu'on voit avec les rayons X. Chaque fois que vous avez un médecin qui a une radio pour faire les rayons X, il y a l'effet Compton dans son plafond. C'est une diffusion de lumière, tout simplement. Maintenant, vous avez une idée un peu de ce qui se passe. Je vais vous demander à tous les étudiants de regarder le cours de première année rapidement, parce que le fait de dire on a électrostatique, on a magnétisme, on a électromagnétisme, la nature n'est pas faite avec des chapitres. Quand vous regardez l'arc-en-ciel grâce au cousin, vous voyez de belles couleurs uniformes, il n'y a aucune équation qui est écrite. Ni chapitre 1, ni résumé, ni glossaire, ni rien du tout. Donc l'étudiant en physique doit apprendre à jouer un peu avec la physique et de dire que la physique, c'est l'étude des lois de la nature, c'est un tout. À pas dire moi, mécanique, non, c'est un tout. Parce que quand on va étudier un électron qui se propage dans un champ magnétique, dans un cyclotron, un bêtatron, eh bien, il y aura de la mécanique avec l'électricité. Maintenant, pour résumer la situation, il faut savoir que, et ça vient de la première année, une charge au repos, la seule chose qu'elle peut faire, c'est créer un champ électrique et un potentiel électrique. Quand on fait de la physique avancée, on ne parle plus de champ électrique, champ magnétique, on parle du potentiel électrique en volts et du potentiel magnétique, potentiel vecteur magnétique. Mais pour le moment, on va parler de champ électrique, potentiel électrique, etc. Donc, il charge au repos. La seule chose qu'il peut faire, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement créer un champ électrique ou un potentiel électrique. Comme si c'était pour dire aux autres, coucou, je suis là. S'il y a une charge électrique qui apparaît quelque part, eh ben, elle va interagir avec l'autre. Mais attention, s'il se trouve à 300 000 km l'une de l'autre, celle-là va informer l'autre que je suis là, mais le signal mettra une seconde pour y arriver. Parce que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc, l'interaction entre les charges n'est pas instantanée. Elle est très rapide, mais n'est pas instantanée. Ça, c'est fondamental. La même chose pour les masses. Quand je mets une masse ici, il y a une masse qui s'approche ici. Eh bien, d'après les expériences qu'on a faites en 2015, les ondes gravitationnelles voyagent à la vitesse de la lumière, donc l'interaction n'est pas instantanée aussi. Quand vous regardez une étoile, vous la voyez dans son passé. L'étoile polaire, j'espère que vous la connaissez, vous la voyez comme elle était il y a 430 ans. Je vois le soleil comme il était il y a 8 minutes 33. On ne voit rien à l'état actuel de la chose. On voit avec un retard, petit ou grand. Les dernières galaxies qu'on voit se trouvent à peu près à 13,8 années
milliards d'années-lumière. Une année-lumière, c'est des 1000 milliards de kilomètres. C'est affreux. Donc, tout ce que vous voyez autour de vous, vous le voyez dans son passé. Il y a des étoiles que nous regardons avec le télescope et qui n'existent plus, mais le signal pour dire que l'étoile s'est effondrée, a été détruite, n'est pas encore arrivé. Et ça, on le fait tous les jours, les gens qui font l'astrophysique. On a un bon club d'astronomie à la faculté, il faut le rejoindre, discuter avec les étudiants pour apprendre beaucoup de choses parce que l'astrophysique, ça cache toute la physique, tout simplement. Donc, une charge au repos, création d'un champ électrique qui est d'un potentiel électrique. Maintenant, si je mets cette charge dans un champ électrique, il va subir une force qui est la direction des champs électriques, mais le sens dépendra du signe de la charge. Maintenant, j'ai une charge en mouvement. J'ai une charge qui bouge. Cette charge va créer un champ électrique, variable avec le temps. Elle va créer un potentiel électrique variable avec le temps. Elle va créer un champ magnétique. Ah. Donc, pour créer un champ magnétique, on a besoin d'une charge en mouvement. Quel mouvement? On verra. Mais le problème, c'est que quand vous avez une charge électrique au mouvement, elle crée un champ magnétique dépendant du temps, un potentiel électrique, un potentiel vecteur magnétique, un champ électrique. Eh bien, cette particule va faire deux choses possibles. S'il est accéléré, il va rayonner de l'énergie. Je montrerai dans 30 secondes comment il fait. Toute particule chargée, accélérée ou décélérée, va rayonner de l'énergie. C'est comme ça que fonctionne l'antenne de votre GSM ou l'antenne télévision de la radio. Toute charge accélérée ou décélérée va rayonner de l'énergie. Et c'est proportionnel à la charge au carré et à l'accélération au carré. C'est comme ça qu'on fabrique les rayons X. Je viens avec des électrons très rapides. Il entre en collision avec une cathode, cuivre, aluminium. Ils avaient une grande vitesse, ça crache sur la plaque. Ils sont freinés. Donc, ils vont émettre un rayonnement électromagnétique. Le premier, on va l'appeler le rayonnement de freinage parce qu'il a freiné. En allemand, Bremsstrahlung. Ça veut dire rayonnement de freinage. Retenez, toute particule chargée, accélérée ou décélérée, il va rayonner. C'est pour cela que je n'ai pas le droit, et par respect aux équations de Maxwell, de dire que l'électron tourne autour du noyau. C'est interdit. Et je voudrais qu'on enlève ça de tous les livres de physique, même de primaire. Parce que si l'électron tournait autour du noyau, j'ai fait un exercice avec des étudiants, je ne sais quelle année, et on a montré que tous les atomes d'hydrogène vont disparaître en 10 puissance moins 11 secondes. Et comme l'hydrogène, c'est 99% de l'univers, on ne serait pas ici en train d'en parler. Donc l'électron, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne tourne pas. Parce que s'il fait un mouvement circulaire, il a une accélération centrale. Et s'il a une accélération centrale, il doit rayonner. Il va tomber en spirale, en mettant 10 moins 11 secondes à peu près pour tomber sur le noyau. Maintenant, je voudrais partager avec vous un petit fichier PowerPoint. Je ne sais pas s'il va bien marcher, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est avoir quelques idées. Excusez, ça met un tout petit peu de temps parce que ces techniques n'est pas les plus rapides. Donc, on est en train de le télécharger.
Tout restera sur la plateforme, donc vous pouvez visionner ça comme vous voulez. Et surtout, envoyez vos questions, je serai très ravi de pouvoir vous répondre. Et si je ne connais pas la réponse, je la ferai plus tard. Alors, je vois que ça n'apparaît toujours pas. Voilà, je essaie de la voir ici et je ne la vois pas. Voilà. Ça met un peu de temps. Alors, bon, le nom, vous le connaissez parce que vous êtes inscrit sur la plateforme. Ici, à peu près, ce qu'on va voir, ben, moi, je ne respecte pas toujours les chapitres. Je suis un physicien. On parle des choses importantes au moment important. On va voir un peu d'électrostatique, comme rappel, magnétostatique. Et puis, on parlera du régime quasi-stationnaire, les équations de Maxwell, et puis propagation des champs électromagnétiques, réflexion et transmission des ondes. Bien sûr, il y aura une partie sur le champ électrique et magnétique dans la matière que je donnerai plus tard. Dans le polycopier, vous allez trouver quelques examens de l'année passée. Et au fur et à mesure, s'il faut des solutions, je les donnerai. Si vous m'entendez toujours, que quelqu'un dise oui, comme ça je sais que ça fonctionne toujours. Bon, ici le PowerPoint, malheureusement, il est bien fait, mais je ne sais pas ce qu'il fait modèle avec tout ça. J'ai montré ici tout simplement la force de Coulomb, d'accord, qui est ici. Et elle est toujours soit attractive, soit répulsive, d'accord, et j'ai donné un peu comment il s'écrit. La mise en équation apparaît très mal dans PowerPoint, je trouverai une solution pour cela. Est-ce que vous m'entendez toujours? Si vous m'entendez, que quelques-uns écrivent oui, comme ça je sais que ça fonctionne toujours. Merci beaucoup. Donc, ici, je compare la force électrique et la force gravitationnelle et j'ai dit qu'elle est toujours inférieure. Et pour la gravitation, il y a seulement l'attraction et l'autre, il y a l'attraction et la répulsion. Alors ici, vous allez le trouver un peu, vous aurez le temps pour le lire. J'ai résumé à peu près les choses, comment ils sont passés. Ibn Haytham, 1965, à Basra, il a travaillé dans son livre Al-Manad sur la lumière, c'est l'optique géométrique. Et puis après, bon, on est passé à l'optique ondulatoire avec Fresnel, Young, etc. Et puis il y a l'électricité et le magnétisme qui sont développés à part. Et ça a donné ce qu'on appelle l'électromagnétisme classique. Avec la relativité, on va avoir l'électromagnétisme relativiste. Avec la mécanique quantique, on va faire la théorie des champs quantifiés. Et ça, c'est très intéressant pour les gens qui veulent faire un doctorat plus tard. Donc, en gros, quand la vitesse de la lumière est finie, on a la mécanique relativiste. Quand elle tend vers l'infini, on a la mécanique classique. La même chose, c'est H est différent de 0, c'est la mécanique quantique. Quand on fait tendre H vers 0, ben on doit trouver la mécanique classique. Et les deux vont donner la mécanique quantique relativiste. C'est une des théories les plus dures et qui est très intéressante. Alors ici, je voulais parler des équations Maxwell, mais on reviendra plus tard. Une force, une charge qui est placée dans un champ électrique et un champ magnétique ou une induction magnétique, il subit une force de Lorentz. Tout ça, c'est très bien fait normalement, mais je ne sais pas pourquoi il apparaît comme ça. La force, c'est la charge fois le champ électrique plus la vitesse, le vecteur vitesse, produit vectoriel, l'induction magnétique. Et ça, on va l'utiliser tout le temps. C'est à la base des cyclotrons, des bêtatrons, des spectromètres de masse pour la pharmacie, etc.
Alors, juste pour vous dire, tout ce qu'on sait de l'hydrogène dans l'univers, c'est sa lumière, son flash, et ça, c'est son spectre. Dès que je vois ça dans mon télescope, je sais qu'il y a l'hydrogène. Eh bien, croyez-moi, là où je pointe le télescope, il y a toujours de l'hydrogène. C'est 99% de l'univers. Et on a beaucoup de choses à apprendre sur l'atome d'hydrogène. D'accord? Mais ça nous permet de faire énormément de choses déjà même. Alors ici, ça met du temps pour venir. Alors ici, ça c'est le spectre électromagnétique. Malheureusement, par expérience, beaucoup d'étudiants ne connaissent pas le spectre électromagnétique. Vous avez les rayonnements gamma, les rayons X, les UV, le visible que les yeux humains détectent, et l'infrarouge, les ondes radio, les ondes TV, etc. Ici, c'est le domaine de fréquence, etc. Ici, j'ai mis les longueurs d'onde en nanomètres. Je reviendrai sur la définition de la longueur d'onde plus tard. Vous voyez que les humains ne peuvent voir qu'un petit morceau du spectre de la lumière. Heureusement, parce que si on pouvait te voir, on devient fou. Il y a trop d'informations. Si on détectait les micro-ondes, par exemple, on va voir les ondes GSM, par exemple. Là, c'est dingue, c'est possible. Alors, ça met un peu de temps. Alors, ici, ça, c'est quelque chose de fondamental dont je voulais vous parler. Quand je prends un corps et je le chauffe à une température T, si le corps est noir, ça veut dire absorbe toutes les longueurs d'onde et ne réfléchit rien du tout. Quand je vois un pull rouge, il est rouge parce qu'il absorbe toute la lumière sauf le rouge, il le réfléchit. Un corps noir ne réfléchit rien du tout. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il reçoit de l'énergie et que sa température n'augmente pas, ça veut dire que l'énergie est dissipée sous une forme. Qu'est-ce qui fait ce rayonnement de corps noir? Eh bien, ce corps noir va commencer à émettre de la lumière, à produire de la lumière. Et cette lumière, la distribution de cette lumière ne dépend que de la température. On voit par exemple, ici, ça c'est un corps qui est chauffé à 3000 degrés. À 4000, vous voyez que le maximum se déplace vers les petites longueurs d'onde. À 6000 degrés, ça c'est l'équivalent d'un corps qui est à la température de notre Soleil. Et on voit que le maximum d'énergie est situé à peu près dans le verre à peu près 550 nanomètres. Regardez ce qui va se passer. Cette lumière qui est émise par le soleil arrive au niveau de la mer. Une grande partie n'arrive pas au niveau de la mer. Les rayons gamma et les rayons X et une grande partie des UV sont stoppés dans la haute atmosphère. C'est l'ionosphère. Heureusement, sinon tout le monde serait mort. Donc l'autre partie qui arrive, eh bien, son maximum, on a dit, il est situé à 555 nanomètres, 550 nanomètres dans le verre. Quand je regarde l'œil humain, ça c'est les médecins, le maximum de la sensibilité de l'œil humain est exactement situé ici, au même endroit où la lumière du soleil qui arrive sur Terre est maximum. Et le soleil se trouve à 150 millions de kilomètres. Ça veut dire que notre œil est fabriqué par Dieu Tout-Puissant pour voir correctement, de la meilleure manière, la lumière du soleil qui arrive au niveau de la mer. Si on était dans une planète à côté de Antares, c'est une étoile géante rouge, Antares, Isma Arabi, eh bien, le maximum de lumière de l'étoile sera dans l'infrarouge et nous, on ne va pas la voir. Donc, on a des yeux qui fonctionnent, mais on ne va pas se voir. C'est comme si on était dans l'obscurité. Idem, si on était dans une planète à côté de l'étoile Sirius, l'Ash'ari, à ce moment-là, le maximum de la lumière qui provient de cette étoile très chaude, 9000, 10 000 degrés, eh bien, sera dans les ultraviolets. On est là sur la planète et on ne voit rien du tout. On ne voit même pas cette étoile parce que
nous, les humains, on ne détecte pas les infrarouges. Alors ici, je parle un peu de l'effet photoélectrique, les autres, c'est pour la culture générale. L'énergie des photoélectrons, c'est l'énergie de la lumière, moins un travail qu'on appelle le travail d'extraction, en anglais work function. Ça veut dire quoi? Que la lumière peut arracher un électron et lui procurer de l'énergie cinétique. Alors ici, c'est juste pour voir quelles sont les ondes associées à la matière. Eh bien, par exemple, un électron qui a une énergie d'un électron-volt, il a 12,27 nanomètres. Les neutrons, ils auront 2. Si je prends par exemple le carbone 60, il a une très petite longueur d'onde. Il faut retenir, la masse est grande, plus la longueur d'onde est tellement petite qu'on ne pourra pas la détecter. C'est pour cela qu'on ne voit pas les ondes associées aux personnes, parce que bon, 80 à 60 kilos, c'est beaucoup comme masse. Je parle pour les moyens, parce qu'il y en a qui ont plus. Mais la chose la plus importante, c'est que ça n'a rien à voir avec les charlatans qui vous disent, moi, spécialiste, vous me donnez 1000 dirhams, on enlève les ondes négatives. Les ondes négatives. Les ondes des humains, alors qu'est-ce qu'il va enlever? Alors ici, je ne sais pas pourquoi ça met beaucoup de temps. Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que vous me suivez toujours? Alors maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les taper et je répondrai au bon moment. D'accord? Ça, je vois un peu vos questions et je vous aiderai au maximum. Je sais que ce n'est pas comme un cours présentiel. J'ai voulu être parmi vous, tout près de vous. Comme ça, on respire notre gaz carbonique commun. Parce que la physique se fait avec la craie. Moi, je ne suis pas très technique informatique. Je préfère voir les étudiants expliquer avec les mains et les pieds, comme on dit. Mais on n'a pas le choix, on fait ce qu'on peut. D'accord? J'espère qu'on aura l'occasion de faire des cours en présentiel parce que j'adore mes étudiants et on essaie de faire le maximum. Mais en attendant, on va faire comme ça. Et la prochaine fois, je vais commencer à écrire. C'est mieux que de faire un PowerPoint sur un tableau. Comme ça, vous voyez un peu exactement. Voilà. Je pense qu'on va arrêter à ce niveau-là. C'était une introduction. J'espère que vous allez visionner tout ça et pouvoir aller de l'avant et poser toutes vos questions. Et encore une fois, je vous souhaite bon courage. Vous êtes les bienvenus. Au prochain cours, Inch'Allah.